Bonjour mes amis, dans ce chapitre on va parler avec un composant le plus intéressant parmi les composants électroniques. C'est celui de la diode. La diode. Donc, avant d'entamer ce chapitre sur la diode, on va discuter un peu sur les semi-conducteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur, etc. Donc, pour la diode, on l'a abandonné depuis longtemps, car la diode a été le premier composant utilisé pour la réalisation de fonctions logiques élémentaires. Donc, on va aborder les semi-conducteurs. Examinons le spectre des résistivités des corps purs. On va faire ici une traversée allant de moins 10, de 10 à la puissance moins 6 par exemple, ici 10, moins 5, moins 4, etc. Jusqu'au 10, 5, jusqu'au 10, par exemple, la puissance 21 à résistivité. Si vous voulez, c'est l'axe des résistances. OK? Donc, dans cette large-là, on trouve les métaux. Les métaux. De 10 à moins 4 à 10 à la puissance 5, dans cette phase-là, on trouve par exemple les semi-conducteurs. Et de 10 à la puissance 5 à 10 à 21, ce sont des éléments isolants. Donc, et de 10 à 21 vers l'infini, c'est qu'on appelle la résistivité. OK? Mais ça, c'est la résistivité des corps purs. Avec la température ambiante, on peut mesurer les résultats suivants. Par exemple, si on prend le germanium, il se mesure, par exemple, 50 ohms centimètres. Si on prend le silicium, il se mesure en 200 kilos ohms centimètres. On passe par exemple à l'action de la température sur ces corps-là. Par exemple sur le germanium, le silicium, etc. Les semi-conducteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Sont des isolants parfaits lorsque la température augmente. La résistivité des semi-conducteurs diminue, inversement proportionnelle. Très vite, grâce à la création de paires qu'on appelle électrons-trous, par agitation thermique. Alors que la résistivité des métaux augmente très facilement, selon la courbe suivante, l'axe des températures et l'axe des résistivités. Pour le métal, à un point donné, si vous voulez, mettons. La fonction, c'est, comme j'ai dit, inversé. Silicium, germanium, etc.
action de la température sur les semi-conducteurs. Donc, on passe à l'action sur la température, ou bien on débute par l'action de la lumière. Qui dit lumière dit température. Lorsque l'on éclaire un métal, sa résistivité demeure pratiquement constante. Par contre, dans les semi-conducteurs, la résistivité diminue rapidement quand le flux lumineux augmente. On va parler de ça dans les thermistances. Cette propriété trouve d'importantes implications dans la réalisation de dispositifs optoélectroniques, comme j'ai dit, dans les thermistances, tels que cellules photoélectriques, photophiles, capteurs d'images, etc. À ne pas oublier d'autres grandeurs physiques telles que l'induction magnétique, la pression ou l'étirement conduisant à des applications dans le domaine des capteurs. Le semi-conducteur. Il y a deux types de semi-conducteurs. Celle intrinsèque et extrinsèque. Prenons par exemple le cas de silicium. On a 5 fois 10 la puissance 22 atomes par centimètre carré. Atomes par centimètre carré. À l'état pur, en pratique, il y a toujours des impuretés, c'est-à-dire des atomes autres que ceux du silicium, mais en très faible proportion. Environ de 5 fois 10 à la puissance 10 atomes par centimètre cube. On a donc un atome étranger pour 10 à la puissance à peu près 12. On a donc un atome étranger, comme j'ai dit, pour 10 à la puissance 12 atomes par centimètre cube. C'est l'état intrinsèque. On constate par ailleurs que la résistivité dépend beaucoup de la nature et de la proportion d'impuretés présentées dans le semi-conducteur. Passons au semi-conducteur extrinsèque. Donc, pour l'intrinsèque, on a pris comme exemple le silicium. C'est la caractéristique d'un semi-conducteur déposé dans lequel le métaux d'impureté est volontairement élevé pour l'extrinsèque à celui du semi-conducteur intrinsèque, ce qui modifie considérablement les propriétés électroniques. Ok? Donc, le type N est obtenu en dopant avec des corps de la 5e colonne à 5e électron. Il faut bien vous rappeler au tableau des métaux. Le type P est obtenu en dopant avec des corps de la 3e colonne. Alors pour le type N, c'est la 5e colonne. Pour le type P, c'est la 3e colonne. Tout simplement, le type N c'est négatif, le type P positif. Dans les diodes, c'est par là anode et cathode. Voilà. Donc on passe à la diode. Pardon. Passons à la diode. À jonction PN. Donc la jonction est la limite qui sépare deux régions de semi-conducteurs de type opposé PN. Voilà, deux jonctions PN. On appelle ça la jonction. Cela implique que
qu'on a ici. Voilà le symbole d'une diode qu'on a dit, anode, et ça c'est cathode. Ok, c'est la jonction PN. L'association de ces deux jonctions constitue une diode à jonction. Alors, on peut polariser cette jonction soit en direct, soit en inverse. Lorsqu'on relie les deux extrémités anode et cathode à une source de tension, on observe deux phénomènes distincts suivant la polarité. Alors, voilà notre générateur de tension. Ok? Ça, c'est la polarisation directe. C'est la polarisation directe. On prend aussi celle de la polarisation inverse. Voilà notre jonction. Et voilà notre générateur. Notre plus, voilà notre plus dans l'implantation directe. Ça c'est direct, ça c'est indirect, c'est-à-dire inverse. Donc, dans les deux cas, la résistance est très faible quand la diode est polarisée en direct. Dans un sens, le sens est bien respecté. On part toujours du positif au négatif. Assimilable à un interrupteur fermé. Ok? Alors qu'il est très important en inverse, assimilable à un interrupteur ouvert. Bonjour mes amis. Dans ce chapitre, on va parler sur les transistors. Donc, pour simplifier l'explication du mot transistor, on trouve des transistors P, N, P et des transistors N, P, N. Si vous voyez bien, ce n'est que l'assemblage de deux diodes PN. Ok? PNP. C'est l'assemblage de deux diodes. Ou bien, dans ce cas-là, N, P, N. Donc, les deux types de transistors qu'on a, c'est type PNP et NPN. Ça, d'une part. Donc, on va citer le chapitre comme il le faut. On va commencer par le transistor bipolaire. Bipolaire. Qu'est-ce qu'on entend dire par le transistor bipolaire? Tout d'abord, le transistor est inventé en 1948. Okay? Par les savants Barden, Bratien et Shockley. À ce moment-là, il évoquait à l'origine
le phénomène de transfert résistor, c'est-à-dire la différence d'état électrique entre l'entrée et la sortie du premier circuit étudié, et ce, bien sûr, en valeur de résistance, toujours en diode. La complexité du transistor liée à la physique des semi-conducteurs qu'on a parlé se traduit par des relations entre tension et courant toujours absolument inexploitables. On est très, bien sûr, souvent obligé d'utiliser des modèles simplifiés dans la conception des circuits électroniques. Pour nos besoins, nous n'étudierons que son fonctionnement et sa commutation qu'il est utilisé dans les circuits logiques intégrés. Mais globalement, en général, l'effet transistor consiste à injecter dans un semi-conducteur, la base, des porteurs minoritaires sous faible puissance, au moyen, si vous voulez, c'est une diode commandée, d'une électrode, l'émetteur sous faible différence de potentiel, et à la recueillir à leur sortie, sous une puissance plus grande, grâce à une autre électrode qui est le collecteur, sous une différence de potentiel. Notre base, émetteur, notre collecteur. OK? Sous faible différence de potentiel et la recueillir, on leur sortit sous une puissance. C'est la commande, en commandant bien sûr la base, le courant passe vers la cathode, sous une différence de potentiel plus importante. Faisons l'exemple dans notre transistor NPN. NPN. Alors, voilà notre transistor, par exemple, NPN. Émetteur, collecteur, base. Voilà. Ça, c'est le symbole d'un transistor NPN. Et bien sûr, c'est le même cas pour un transistor PNP. Toujours le même schéma. En fonctionnement normal, la jonction base-émetteur d'un transistor bipolaire est polarisée en direct. Et la jonction et la jonction base-émetteur d'un transistor bipolaire polarisé en direct. Et la jonction collecteur base est polarisée en inverse. Donc, prenons un exemple. Soit un transistor NPN, avec la convention suivante sur le courant. Voilà. On a IB, IC, IE, émetteur, IE. On a notre formule. IB, le courant de base, plus le courant de collecteur, plus le courant de l'émetteur est égal à 0. Courant dans ça, c'est l'équation du courant dans le transistor. Les calculs montrent que l'ONA IE est égal à IE. I
du collecteur est égal bêta IB par formule, dont bêta c'est le gain en courant du transistor. Toujours à peu près, on lui donne la valeur 100. Alors si on veut jouer, c'est-à-dire si on veut faire des fonctions sur les réseaux de caractéristiques du courant IC, c'est-à-dire I du collecteur, et notre bêta, avec notre VCE, c'est-à-dire la tension entre collecteur et l'émetteur. OK? Alors notre bêta, si vous voulez, c'est la constante la plus grande, qui varie de A à B. Voilà. C'est une ligne de A à B. Et notre courbe allant du plus petite valeur jusqu'à la grande. Voilà les fonctions. C'est-à-dire réseau des caractéristiques IE en fonction de la tension émetteur-collecteur, qu'on appelle VCE. Alors, le transistor bipolaire, en coïncidant avec le réseau des courbes IE en fonction de VCE, ce réseau de courbes est utilisé pour fixer les points de fonctionnement des différents montages. Passons au transistor en communication ou bien en commutation. Commutation ou bien en communication, en plein de fonctionnement. Le montage de base est le suivant, par exemple. Voilà notre VCC, c'est-à-dire l'alimentation de notre transistor, VCC. Notre résistance et notre transistor. Notre émetteur à la masse et notre base avec la roulade R qu'on appelle VBE. OK? C'est le montage de base et le suivant. Voilà, comme vous voyez, ça, c'est le transistor en communication. Nous pouvons écrire, dans ce cas-là, VCC qui est égal à VCE plus RIE. OK? Voilà. VCC est égal à VCE plus RIE. Avec I est égal à 0 implique que VCC est égal à VCE. Dans notre cas, c'est VCE est égal à 0 implique I passant dans notre émetteur est égal à VCE sur R. Voilà. Ça, c'est pour comme j'ai dit, le transistor en communication. Passons au transistor bloqué.
La jonction collecteur-base NP est polarisée en inverse, ainsi que la jonction base-émetteur, bloquée. On a donc deux jonctions polarisées en inverse et en série, ce qui correspond à une résistance très grande, c'est-à-dire très élevée. Et le transistor est assimilable à un interrupteur ouvert. Un interrupteur ouvert.